92.5, la chaîne de tous les goûts. À suivre désormais tous les jeudis de 15 à 16 heures, valeur ajoutée. Pour vous aider à mieux comprendre et à décrypter les principaux événements de l'actualité économique, Khadifal Koulibaly vous donne rendez-vous tous les jeudis de 15 à 16 heures dans Valeur ajoutée. Qu'est-ce que le plan Sénégal émergent? Vous le saurez en suivant ce jeudi de 15h à 16h votre émission Valeur ajoutée. KFC reçoit Mamadou Moustapha Ba, directeur de la coopération économique et financière, et Pierre Ndiaye, directeur de la prévision et des études économiques. Concept et rouage de l'économie, analyse et projection, monnaie, investissement, production, distribution, consommation, l'économie a désormais son espace radiophonique Valeur ajoutée. Tous les jeudis de 15 à 16 heures, KFC sur Radio Sénégal International 92.5, c'est Valeur ajoutée. alxames bu ne ñett jëm ñeenti waxtu émission ñeel koom-koom Khadifal Koulibaly jox na leen dox daje alxames bu ne ñett ba ñeenti waxtu ci yokk njariñ valeur ajoutée. plan Sénégal émergent lan lay tekki ak lan lay wundu su ngeen ko bëggee xam déglu leen alxames bi ñetti waxtu ba ñeenti waxtu ci ngoon seen émission valeur ajoutée KFC dina dalal Mamadou Moustapha Ba nekk directeur bi yore jokkalante bi ci wàllum koom-koom ak koppar ak Pierre Ndiaye nekk directeur bi nga xam ni moo yore saytu ak gëstu ci wàllum koom-koom. nu koom di doxee nu ñu koy natte alal njaay ak jënd diggante réew yi koom-koom ak mbooleem ñu mu soxal am nañu seen émission valeur ajoutée yokk njariñ alxames ñett ba ñeenti waxtu ak Khadifal Koulibaly KFC ci RSI 92.5. Et nous revoilà à un nouveau numéro de Valeur ajoutée. Valeur ajoutée. Le magazine de vulgarisation économique. Valeur ajoutée, une émission réalisée et présentée par Khadifal Koulibaly. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Valeur ajoutée, VA qui a l'honneur et le plaisir de recevoir deux sommités du ministère de l'économie et des finances, messieurs Mamadou Moustapha Ba et Pierre Ndiaye. Bonjour. Bonjour. Messieurs Ndiaye et Ba, les 24 et 25 février dernier, le Sénégal a présenté avec brio son plan émergent au groupe consultatif de Paris, devant les partenaires techniques et financiers d'abord au siège de la Banque mondiale et au secteur privé ensuite lors d'un forum des investisseurs à la Chambre de commerce. Le pays était allé chercher 1853 milliards de francs CFA et il en a récolté 3727 milliards d'engagements de financement. Tout d'abord, qu'est-ce que le PSE? Je me tourne vers Monsieur Ba. Qu'est-ce que le plan Sénégal émergent? Bon, je pense que M. Pierre Ndiaye, qui est directeur de la prévision et des études économiques et dont le service a coordonné l'élaboration du plan, est peut-être mieux indiqué pour très rapidement nous donner les contours du plan Sénégal émergent. C'est un collègue avec qui on a travaillé dans l'élaboration du PSE. Allez-y, Monsieur Ndiaye. Donc, je vous repose la question. Qu'est-ce que le PSE? Merci, Madame Koulibaly. Je pense que M. Ba l'a fait par modestie parce que nous avons traversé toutes les preuves. Nous avons travaillé ensemble sur le plan Sénégal émergent depuis donc toute cette période. Alors, un bonsoir à tous les auditeurs. Peut-être avant de venir sur la stratégie qui est le plan Sénégal émergent en lui-même, je crois qu'il est important de rappeler un peu le diagnostic qui a été fait sur l'économie sénégalaise, un diagnostic très approfondi qui explique en fait les stratégies qui sont mises un peu en face. Et si je vais très rapidement sur le diagnostic, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que nous avons une population très jeune, qui croît assez rapidement, et donc cela se traduit par une forte demande en services sociaux de base, mais aussi une forte demande en emploi.
Ensuite, en matière de croissance, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que le Sénégal enregistre des faibles taux de croissance, entre 3 et 4%, au moment où même les pays de la sous-région commencent à enregistrer des taux relativement élevés. Du point de vue budgétaire, l'État a effectivement aujourd'hui des marges de manœuvre relativement limitées, avec un déficit qui avait atteint des niveaux assez importants. Le compte courant aussi sur les échanges extérieurs est structurellement déficitaire. Et face à tous ces problèmes, effectivement, il était important de mettre en place une nouvelle stratégie qui nous permettra d'inverser les tendances et de mettre le Sénégal sur une dynamique de forte croissance. Et c'est ça qui justifie donc la mise en place du plan Sénégal émergent, qui repose sur une vision très claire, celle d'un Sénégal émergent en 2035, avec une société solidaire et dans un état de droit. Et pour matérialiser plus ou moins cette ambition, 3 axes stratégiques ont été retenus dans le plan Sénégal émergent. Il s'agit du premier axe qui concerne la transformation structurelle de l'économie et la croissance, le second axe qui concerne le développement humain durable, et le troisième axe qui concerne les questions de gouvernance, de paix et de sécurité. Ainsi défini et présenté devant les partenaires techniques et financiers, le Sénégal recherchait 1853 milliards. Finalement, ce sont 3729 milliards qui ont été récoltés, M. Ba. Pourquoi un tel engouement de la part des bailleurs de fonds? Je pense que comme Pierre Ndiaye a eu à l'indiquer tout à l'heure, bon, l'engouement d'abord des bailleurs de fonds réside au fait que ces partenaires ont indiqué clairement que maintenant vous avez une vision très claire. Je pense que M. Pierre Ndiaye l'a indiqué tout à l'heure. Et vous avez une stratégie décennale qui est relativement en cohérence avec la vision que vous aviez déclinée. Et on a élaboré un plan d'action prioritaire sur une période de 5 ans, 2014-2018, donc qui opérationnalise cette stratégie décennale. Et ce plan d'action prioritaire, ils ont vu que c'est constitué véritablement, la méthodologie d'élaboration a été relativement adéquate, parce que ça a impliqué quand même l'ensemble des acteurs de la vie économique nationale. Vous savez, dans l'élaboration de ce plan Sénégal émergent, et surtout dans le plan d'action prioritaire, on a eu à rencontrer toutes les institutions, le Conseil économique et social, l'Assemblée nationale, on a eu à rencontrer le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, on a eu à rencontrer même les syndicats, donc la société civile et autres. Donc on a pu quand même au moins s'accorder sur un plan d'action prioritaire relativement cohérent par rapport à notre stratégie décennale. Et ce plan d'action prioritaire, comme les bailleurs nous ont dit clairement qu'ils se reconnaissent dans ça, ils ont quand même pu mesurer véritablement qu'il s'agissait de projets relativement bancables qui avaient un impact socio-économique certain et qui étaient en ligne avec la stratégie. Ce qui fait que, en fait, les partenaires techniques et financiers n'ont pas hésité tout de même à accorder au Sénégal un complément de financement de 3729 milliards. Ce qu'il faut indiquer, c'est que globalement déjà, il y avait un effort de financement interne de l'État très important, près de 62% en fait du coût du programme, et aussi l'accompagnement déjà de nos partenaires techniques et financiers pour à peu près 2056 milliards, à peu près plus de 30% déjà sur le financement qu'on avait acquis. Et qu'en réalité, donc le complément de financement qui était de 1853 milliards qu'on recherchait auprès d'eux, ils ont pu quand même sans problème ils ont pu dépasser ce montant-là pour arriver à 3729 milliards. Vous avez parlé du plan d'action prioritaire sur la forme, mais sur le fond, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan, M. Ndiaye? Je pense que je vais remettre la balle à M. Ba. Vous semblez fuir, M. Ndiaye. Non, en fait, non, je fuis pas. C'est-à-dire qu'au niveau du ministère de l'économie et des Finances, nous avons une très bonne organisation. Je crois que c'est pas pour rien que dès le début, quand vous avez posé la question, il a retourné vers moi pour les questions d'ordre macroéconomique et autres. Je crois que s'il n'est pas là, je peux très bien parler du plan d'action prioritaire, mais s'il est là, je crois qu'il est le mieux indiqué pour rentrer dans le fond sur les projets qui sont contenus dans le plan d'action prioritaire. Effectivement, Madame Coulibaly, je pense que, comme Pierre a eu à l'indiquer tout à l'heure, si vous regardez, si vous avez bien suivi, il a clairement indiqué qu'on a 3 axes.
un premier axe qui est très important, c'est la transformation structurelle de l'économie et la croissance. Et là, on a 27 projets phares qui ont été identifiés dans le cadre du plan Sénégal émergent pour véritablement booster la croissance. En plus de ces 27 projets phares, dans les différents secteurs de l'économie nationale, parce que c'est important, peut-être il y reviendra tout à l'heure, il y a des secteurs moteurs très importants dans le Sénégal émergent, l'agriculture et l'agroalimentaire, l'habitat social, le tourisme et les mines. Il va revenir en détail sur ça. Ces 27 projets phares nous permettent véritablement d'opérationnaliser l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Maintenant, en plus de ces 27 projets, globalement, on a une centaine de projets dans le plan d'action prioritaire. Et la première priorité qui s'est dégagée, mais c'est parce que aussi c'est un secteur à forte intensité de capital, c'est les infrastructures et services de transport, qui constituent 26% un peu du gap de financement. Et pour ça, comme vous avez voulu le savoir, effectivement, on va réaliser la réhabilitation du rail, le chemin de fer Dakar-Bamako. Ça fait à peu près 500 et quelques kilomètres. En fait, sa réhabilitation va être faite. On va réaliser 200 kilomètres d'autoroute. On va réaliser 1200 kilomètres de routes revêtues. Et on va surtout réaliser 4000 kilomètres de pistes. Ça, c'est véritablement des infrastructures de transport et services de transport. Le deuxième secteur, c'est l'énergie. L'énergie, on est à peu près à 11%. Et là, à 13% globalement, dans le gap de financement qu'on avait. Et là, c'est beaucoup plus la réhabilitation de nos réseaux de transport et de distribution, ainsi que le programme d'urgence d'électrification rurale qu'on va mettre en œuvre. Et pourquoi l'énergie quand on sait que ce dernier est presque un outsider actuellement? Non, actuellement, si vous regardez, actuellement, il y a quand même une forte amélioration de la fourniture d'électricité. Ça, c'est très clair. Parce qu'on a quand même adopté un plan, une lettre de politique de développement du secteur de l'énergie qui nous permet aujourd'hui véritablement, validé par l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, donc qui nous permet aujourd'hui de dérouler les programmes qui y figurent. Encore que dans ce plan de production, le secteur privé quand même a un rôle important à jouer du point de vue de l'aspect production. Ensuite, l'agriculture. Ouais. Oui, je vais enchaîner sur la partie, comme il l'a indiqué tout à l'heure, des projets phares qui sont retenus dans le PSE. Ils constituent une partie très importante du plan d'action prioritaire. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, notre économie est tirée essentiellement par deux secteurs, les télécoms et les services financiers. Et notre ambition, c'est sur les années à venir de faire émerger 4 nouveaux secteurs, à savoir l'agriculture et l'agroalimentaire, le deuxième secteur, l'habitat social, le troisième secteur, les mines et le tourisme. Et effectivement, comme je disais, dans le PSE, c'est une sorte de réponse à un diagnostic qui a été fait. Pour répondre à la question de l'emploi, il faut qu'on mise sur des secteurs qui sont porteurs, qui sont créateurs d'emplois. Mais en même temps, pour répondre sur des questions de déficit courant, il faut miser sur des secteurs qui peuvent nous rapporter des exportations et d'autres qui peuvent nous permettre de réduire nos importations, etc. C'est pourquoi il y a 6 blocs, 6 gros, 2 types de moteurs qui sont visés dans le PSE. Le premier, qu'on appelle les moteurs d'inclusion sociale, comporte les 3 rubriques, l'agriculture et l'agroalimentaire, l'habitat social et le secteur informel. Et dans l'agriculture, effectivement, il y a un ensemble de projets qui concernent les fermes agricoles, les corridors céréaliers, que vous retrouverez dans le plan d'action prioritaire. Dans l'habitat social, il s'agit de projets qui visent à la création de 10 000 à 15 000 logements sociaux par an, que vous retrouverez dans le plan d'action prioritaire. Et dans le secteur informel, qui constitue quand même un secteur extrêmement important au Sénégal, parce que contribuant à hauteur de 50% du PIB, mais surtout contribuant à hauteur de 95% des emplois. Là également, il y a des actions concrètes qui sont prévues, comme la création de zones dédiées à l'artisanat, etc., que vous retrouverez également dans le PSE. Dans le plan d'action prioritaire. Et du côté des autres types de moteurs, donc qui visent à doper un peu les exportations et autres, vous avez l'exploitation des mines comme l'or, le zircon, les phosphates, etc., que vous retrouvez également dans le même si pour cela l'essentiel quand même émane du secteur privé. Vous trouverez peut-être les éléments d'accompagnement au niveau du PAP.
Et dans le secteur des services maintenant, là c'est extrêmement important. Vous savez, on voulait quand même faire de Sénégal un vrai centre d'affaires où on va attirer les sièges régionaux, les sièges des grandes entreprises internationales qui pourraient essayer de tirer profit du dynamisme qu'on va observer dans la sous-région. Et pour cela, c'est important de développer des services connexes, comme les services dans l'éducation, faire de Dakar un véritable campus régional, avec l'implantation de grandes écoles internationales. L'État mettra toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir attirer ces écoles, mais aussi le Dakar Medical City, où on veut relever également le plateau médical du Sénégal pour offrir aux Sénégalais en fait la possibilité de se soigner bien, mais surtout aussi attirer toute une demande dans la sous-région qui aujourd'hui se tourne vers l'Europe ou vers le Maghreb. Et enfin, il a souligné tout à l'heure, il y a l'aspect hub logistique et hub industriel. C'est la création de plateformes industrielles pour pouvoir attirer davantage des entreprises, mais aussi la partie logistique, où il s'agit de la rénovation du chemin de fer Dakar-Bamako, il s'agit de la modernisation du port, la rénovation des aéroports, etc. Tout ça, c'est des projets effectivement que vous retrouverez dans le plan d'action prioritaire. Le PSE, son financement, on est allé à Paris pour chercher un gap, mais quel est le total de ce financement? Globalement, le financement global, c'est 9 685 milliards. PSE. Déjà ficelé? Déjà ficelé, c'est-à-dire le coût du PSE, je pense que Pierre reviendra là-dessus. En fait, parce que ça a fait l'objet d'un cadrage macroéconomique. Donc c'est 9 685 milliards de francs CFA. Et maintenant, avant qu'on parte à Paris, on avait acquis les 69% de ce financement, c'est-à-dire près de 6 000 et quelques milliards, et il nous restait un gap de financement de 31%. Maintenant, sur les 69% qu'on avait déjà acquis, on a pu quand même au moins mobiliser sur ressources internes 62%. Parce que si vous regardez, quand même, donnez-nous des chiffres, ça représente combien en milliards? 62%, si vous prenez 62% de 9 684 milliards, on est à 4 202 milliards de francs CFA à peu près, qui ont été acquis sur financement interne de l'État, parce que ça comprend quand même un peu un réaménagement du budget, parce que l'État privilégie les dépenses d'investissement plutôt que les dépenses de fonctionnement. Ça, c'est un. Maintenant, pour les bailleurs de fonds, les 30% représentent 2056 milliards de francs CFA. Et maintenant, le secteur privé, c'est à peu près 7%, 463 milliards. Ça, c'est les financements acquis avant d'aller à Paris. Maintenant, il nous manquait 1853 milliards à rechercher auprès des partenaires techniques et financiers et 1111 milliards à rechercher auprès du secteur privé. Ce qui faisait que le gap de financement qui représentait 31% était de 2964 milliards de francs. Maintenant, qu'est-ce qu'on a obtenu à Paris? À Paris, on a obtenu l'engagement de plus d'une vingtaine de partenaires techniques et financiers pour un montant de 3729 milliards de francs. C'est ça qu'il faut comparer aux 1853 milliards de francs CFA. Donc, comme il a eu à l'indiquer, non seulement les projets phares qui ont été identifiés et inscrits dans le plan d'action prioritaire, le gap de financement est résorbé. Donc, ça veut dire les 26% des infrastructures, on l'a réglé. Deuxième secteur, l'énergie, on l'a réglé. Troisième secteur, l'agriculture, pour à peu près 11%, on l'a réglé. Et là, ça va nous permettre de quand même produire près de 1 600 000 tonnes de riz pâti. Ça va faire une économie substantielle de devises. Ensuite, le quatrième secteur qui nous semble être un secteur prépondérant et qui répond à l'axe 2 du plan Sénégal émergent, c'est l'éducation et la formation. Et là, vraiment, on a pris en compte les 3 niveaux d'éducation, aussi bien l'enfance, l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'enseignement secondaire et aussi l'enseignement supérieur. Bon, maintenant, après ça, il y a l'eau potable et l'assainissement, mais surtout là, il y a 2 grands programmes très importants, c'est-à-dire le gap de financement du programme eau potable et assainissement du millénaire. Ça nous permettra au moins d'augmenter notre taux d'assainissement rural, qui n'est pas fameux actuellement, qui est de l'ordre de 30%, de pouvoir le doubler à l'horizon 2018. Et ensuite, la mise en œuvre du programme décennal de lutte contre les inondations,
qui est un programme aussi important qui se trouve dans le plan d'action. Maintenant, le 6e secteur qui est vraiment prioritaire, comme il a dit tout à l'heure, avec Dakar Medical City, c'est la santé, qui représente un peu à peu près 5% du gap de financement. Donc voilà le volet public qu'on recherchait pour 1853 milliards et on a pu obtenir 3729 milliards. Maintenant, il reste le volet partenariat public-privé où on recherchait 1111 milliards auprès du secteur privé. Mais je pense que le deuxième jour, vous avez été témoin, il y a eu un succès éclatant parce que on attendait à peu près 700 et quelques investisseurs. On est allé jusqu'à 1400 investisseurs qui ont pu conclure des mémorandums avec le ministère de promotion des investissements. Donc par rapport à certains projets, parce qu'il y a 14 projets de partenariat public-privé qui figurent dans le PAP. Là aussi, on a aussi les mêmes secteurs, mais les mêmes secteurs qui représentent 6 secteurs à peu près qui représentent 93% du gap de financement. Oui, le secteur privé devait mobiliser 1111 milliards, mais jusque-là, ils n'ont pas encore avancé de chiffres. Oui. En valeur absolue, ils n'ont rien dit. Oui, ils n'ont pas avancé de chiffres parce que, bon, vous savez, les partenaires techniques et financiers, c'est des engagements financiers parce que avant de venir, parce que le groupe consultatif, ça se prépare très avant, hein, ça je vous dis. Les gens ont pu travailler avec les partenaires techniques et financiers, présenter les projets, les partenaires ont pu discuter avec leur hiérarchie et tout, de sorte que quand ils sont arrivés à Paris, ils avaient des montants déjà validés au niveau de leur hiérarchie. Mais pour les privés, en fait, c'est des intentions, c'est des intérêts. Ils ont manifesté l'intérêt et quand on a calculé l'ensemble des projets pour lesquels le secteur privé a manifesté un intérêt, ont dépassé de loin les 1111 milliards. D'ailleurs, moi-même, j'avais demandé, j'ai dit à mes collègues de l'APIX, mais attention, toutes les intentions de financement que j'ai entendues ici, à travers les mémorandums qui sont en train d'être discutés avec le secteur privé, mais dépassent largement les 1111 milliards. Bon, mais quand même par mesure de prudence, on ne peut pas donner des chiffres pour un secteur privé qui n'est pas encore venu pour investir réellement. Alors que les engagements financiers des partenaires techniques et financiers, ça engage leur gouvernement. Après, ça va se concrétiser par des accords de financement. Monsieur Ndiaye? Oui, je voudrais peut-être juste ajouter, parce qu'il y a une question qui revient très souvent. Nous étions partis pour chercher 2960 milliards. Nous avons déjà obtenu avec les partenaires techniques et financiers 3729. Est-ce que ça suffit pas déjà? Mais je voulais juste préciser que c'est deux vases qui ne sont pas communicants. C'est-à-dire que les ressources sur lesquelles les bailleurs se sont engagés ne peuvent pas être utilisées évidemment pour financer des projets PPP qui étaient prévus avec le secteur privé, donc qui étaient évalués globalement à 1587 milliards, dont les 1111 devaient venir du secteur privé en tant que tel. C'est juste une précision que je voulais apporter. L'autre précision, c'est de dire que, en fait, quand vous partez au groupe consultatif, le groupe consultatif, c'était avec les partenaires techniques et financiers. C'est tout ce qui s'est passé au premier jour avec, à la clé, les annonces qui ont été faites. Ensuite, il y a eu le forum des investisseurs. Mais ce forum, l'objet, c'est pas véritablement d'avoir des annonces en fin de journée. C'est de présenter à la communauté, au secteur privé, l'ensemble des opportunités qui se présentent au Sénégal. Et tout de suite, il y a certains qui vont manifester un certain intérêt sur des projets. Mais l'idée, c'était pas de dire on sort avec 2000 milliards, etc. Et je voulais même en profiter pour dire que, parce que souvent, c'est vrai que souvent ça ne ressort pas, il y a un autre volant même du financement qui ne ressort pas. C'est la partie privée pure et dure. Parce que nous, ce qui nous intéresse en termes de plan d'action prioritaire, c'est la partie qui implique l'État. Ou c'est soit l'État et ses partenaires techniques et financiers qui prennent en charge les financements, ou bien l'État en partenariat avec le secteur privé. Mais il y a le secteur privé pur et dur sur certains projets, comme dans le cas de l'énergie. Tout ce qui est la construction des centrales et autres, ça relève du secteur privé pur et dur. C'est près de 1800 et quelques milliards, mais qui ne figure pas forcément dans le PAP, parce que dans le PAP ici, c'est la partie purement public, ou en tout cas public, qui est en relation avec le secteur privé.
Khadifal Koulibaly, valeur ajoutée, Monsieur Pierre Ndiaye, directeur de la prévision et des études économiques, et Mamadou Moustapha Ba, directeur de la coopération économique et financière. L'objectif est d'atteindre l'émergence en 2035 avec étape intermédiaire en 2023. Un taux de croissance de 8%. En l'état actuel des choses, est-ce que c'est réalisable? Je vous pose la question à vous deux. Pose la question à vous. Oui. Merci pour cette question qui est également très importante. Certains vous disent, comme vous l'avez dit, est-ce que vraiment c'est réaliste de faire du 8% compte tenu de la situation actuelle? D'autres, je crois que vous avez vu dans la presse, d'autres disent que c'est pas ambitieux. Il faut plutôt aller vers 9-10% pour pouvoir aller vers l'émergence. Je crois que c'est pas des chiffres qui sont fixés comme ça au hasard. En fait, il y a une analyse assez fine qui est faite de l'économie avant de voir à peu près qu'est-ce qui est à notre portée. Et les analyses qui ont été faites sur la période de 2014-2018 avec donc le plan d'action prioritaire qui a été arrêté, M. Ball le disait tout à l'heure, en fait, tout ne s'arrête pas comme ça. Il y a tout un ensemble d'exercices derrière qui permettent d'arrêter un plan d'action prioritaire qui est conforme avec un niveau de croissance donné. Et si le programme d'action prioritaire actuel est déroulé correctement, effectivement, l'économie devrait enregistrer sur la période à venir 7,1% de croissance en moyenne sur la période 2014-2018. Mais évidemment, c'est très important de le dire. Aujourd'hui, nous sommes sur des taux de croissance de 3 à 4%. Ça peut être difficile à comprendre qu'on passe tout de suite à 7%. Mais évidemment, cela suppose des ruptures réelles. Des ruptures réelles à tout point de vue. La première question, c'est il y a tout un ensemble de préalables qu'il faudra résoudre pour pouvoir espérer aller vers cela. Et vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est la question d'abord de l'énergie. Heureusement, on est sur la bonne voie. M. Ball disait tout à l'heure, il y a un plan de développement du parc de production qui est déjà en place. Il y a tout un ensemble de projets qui sont prévus dans le domaine du transport et de la distribution. Et ces ruptures dans le secteur de l'énergie pour avoir de l'énergie en quantité et en qualité et même à un moindre coût devraient effectivement aider les entreprises à pouvoir améliorer leur compétitivité. Mais en plus, il y a d'autres éléments qui sont extrêmement importants, c'est les infrastructures. Parce que quand vous créez une infrastructure quelque part, vous créez des opportunités d'investissement pour le développement du secteur privé. Et ça, toutes les pistes rurales qui sont prévues vont permettre aux paysans de pouvoir écouler leur production, vont permettre à certains de pouvoir se développer d'autres activités dans ces voisinages. Le développement du capital humain, c'est la même chose, va peut-être améliorer la productivité au niveau des entreprises. La question du financement de l'économie, où on veut à la fois faciliter l'accès, mais faciliter également, réduire également les coûts du financement. Tout ceci également devrait aider les entreprises à pouvoir faire des investissements et donc adopter la croissance. Mais il y a même le Sénégalais lui-même qui doit, j'ai taquiné les étudiants la dernière fois en leur disant que la première rupture même chez vous, ça devrait être peut-être quand vous allez en grève de ne plus casser. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est du gâchis. Et ces comportements, je crois, quand vous lisez le PSE, on parle de culte du travail, on parle des valeurs culturelles et autres. Tous ces éléments-là sont extrêmement importants. Beaucoup de vertus prônées. Pour qu'on puisse véritablement atteindre nos objectifs et aller vers l'émergence en 2035. Et ça, c'est important ce qu'il dit, parce que en réalité, ce qui a changé dans la démarche, c'est que d'abord, ce qui a été sélectionné et calibré dans le plan d'action prioritaire a obéi à des normes communément admises de préparation de projet, au moins. C'est-à-dire qu'au moins, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, au départ, on avait 490 actions prioritaires, mais on en a sélectionné à peu près 42%, 190. Pourquoi? Parce qu'il fallait prioriser et se coller et se caler aussi par rapport aux axes stratégiques. Et pour ça, on avait par exemple 8 critères, mais on a privilégié 3. Si vous regardez les 3, c'est les 3 axes stratégiques. Le premier, c'était l'apport à la création de richesses. Le deuxième, c'était l'accès aux services sociaux de base. Et le troisième, c'était la gouvernance. Ça nous a permis au moins de hiérarchiser nos actions prioritaires. Ensuite, quand on a, avec les projets phares et les autres projets, on a regardé, on avait pourtant une pléthore aussi de projets qui répondaient effectivement à des objectifs de politique sectorielle et qui était relativement aussi en adéquation avec les axes stratégiques qui avaient été définis. Mais on a procédé à la sélection des projets prioritaires en privilégiant là aussi beaucoup de critères au nombre de 8, mais on en a sélectionné 3.
au moins pour être sûr que les projets que nous avions inscrits sont d'abord cohérents avec nos axes stratégiques, et deuxièmement, ces projets-là disposaient de dossiers techniques bancables, et troisièmement, on regardait aussi même le caractère d'urgence. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous regardez très bien, quand on a quitté le groupe consultatif, depuis qu'on a quitté le groupe consultatif, on a déjà actuellement conclu à peu près 5 conventions de financement. On a quitté le groupe consultatif il n'y a même pas un mois. Oui. On a conclu une convention de financement avec la Banque ouest-africaine de développement sur la route Mako, Dialokoto-Mako. On l'a conclu pour 10 milliards. Avec la BID qui va compléter le financement aussi pour 10 milliards, donc on aura 20 milliards. On a conclu aussi un deuxième projet qu'on a négocié avec la Banque mondiale, les négociations se sont achevées avant-hier, un projet d'appui aux filets sociaux sur l'aspect protection sociale lié un peu à l'axe 2 pour à peu près 40 millions de dollars. Donc c'est à peu près 20 milliards de francs CFA. Et récemment, si vous avez vu, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique a organisé son conseil d'administration ici à Dakar, et ça a été une occasion de conclure 2 conventions de financement qui figurent dans le plan d'action prioritaire. Donc précisément dans le sous-secteur de l'agriculture, le projet de réhabilitation des périmètres irrigués de Matam et aussi le projet d'aménagement des périmètres de Waoundé. C'est pour dire que déjà le plan d'action prioritaire est en train d'être déroulé. Ça veut dire que c'est des projets relativement bancables. Ensuite, je pense que pourquoi on atteindra, et on pourra valablement, si, comme il l'a dit, les fondements de l'émergence sont là, on a quand même une organisation un peu qui permet valablement d'assurer un suivi évaluation adéquat de la mise en œuvre du PSE. Voilà. Mais dans vos prévisions, avez-vous pris en compte les facteurs exogènes? Oui, en fait, il est habituel quand on fait des stratégies de faire des scénarios. On a un scénario tendanciel. C'est le scénario qui dit simplement que bon, s'il n'y a pas de rupture, si rien n'est fait, bon, on continue à croître comme on a l'habitude de le faire, 4-5%. Ensuite, on a un autre, le scénario du PSE qui dit que si les ruptures sont faites, effectivement, on va faire le décollage avec 4,9% certes en 2014 pour tendre vers déjà les 6% jusqu'à 8% en 2018. Et on s'est dit, effectivement, tout ça c'est beau, mais si l'environnement international n'est pas bon, et que peut-être toutes les réformes qu'on envisage ne sont pas mises en œuvre, et que les choses ne marchent pas, on aurait un scénario à la limite pessimiste, et qu'est-ce que cela va donner? Et donc, on a ce scénario qui correspond plus ou moins à un niveau de croissance qu'on a connu sur les plus mauvaises périodes, autour de 3%. Et quand on fait également ce travail, la question revient très souvent sur les questions de dette, parce qu'en fait on parle de partenaires techniques et financiers. Il y a des modèles qui permettent de faire les analyses de soutenabilité de la dette. Et dans ces modèles également, il y a des tests, des stress tests, ce qu'on appelle les stress tests, qui permettent également de faire des variantes, de voir en cas de choc comment les variables devraient se comporter. Donc tout ça c'est pris en compte en fait au moment où on faisait le PSE. Mais je voulais juste toujours peut-être qu'on reviendra là-dessus, dire que sur l'international, il arrivait souvent qu'on nous dise oui c'est bien, vous avez fait un bon plan, hein, comme d'habitude. D'habitude on fait un bon plan, mais qu'est-ce qui change réellement et qui fait que on peut espérer qu'on atteindra les 7% de croissance, 7 à 8? Ça c'est une question qui revient très souvent et qui est tout à fait légitime. Alors, la réponse à cette question, c'est le premier facteur important, c'est le portage du document. C'est-à-dire que pour une première, voilà, on a un plan qui est porté au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du président de la République, qui l'a piloté pratiquement du début jusqu'à maintenant. Il me semble que c'était le cas de tous les plans, le DSRP, la SNDS, qui est une partie déjà du plan Sénégal émergent et autres. Non, du tout. Ça n'a jamais été comme ça. C'est la première fois. Moi, j'ai eu la chance de participer à l'élaboration du PSE depuis le début. On avait tous les mois une réunion à la présidence de la République, avec le président qui donc présidait toutes les réunions mensuelles. Et ça lui permettait de savoir, de donner des instructions claires de ce qu'il voulait
et de suivre l'état d'avancement des travaux, où est-ce qu'on allait. C'était la première fois, en tout cas depuis que je travaille, qu'on a eu cela. Le reste, nous, techniciens, c'est nous qui écrivions en essayant d'interpréter à la limite la vision de l'autorité, etc. Mais là même n'est pas le problème, parce que dans la rédaction elle-même, peut-être que les choses se sont toujours bien tenues. Mais dans la mise en œuvre elle-même, si le président de la République est au devant de la scène, effectivement, ça nous donne une chance réelle. L'autre élément qui est important, c'est cette appropriation. C'est-à-dire qu'il faut que les Sénégalais s'approprient du document, que sachent que tout ce qui est écrit dans le PSE, c'est écrit pour le bien-être des populations. C'est écrit pour qu'on ait une croissance de 7% et que toutes ces retombées nous permettent d'arriver vers un développement durable. Donc cette appropriation est importante et je crois que cette émission rentre un peu dans ce cadre. Khadifal Koulibaly, valeur ajoutée, Mamadou Moustapha Ba, directeur de la coopération économique et financière, et Pierre Ndiaye, directeur de la prévision et des études économiques. Monsieur Ndiaye, jamais dans l'histoire du Sénégal, un plan n'a autant soulevé de passion. Des appréciations certes, mais surtout des critiques, de la part surtout d'économistes. D'abord, le PSE n'est que la synthèse de stratégies éparses, des faiblesses conceptuelles autant que des limites pour son efficacité future. Que dites-vous de cette assertion? Oui, je pense que les Sénégalais, c'est pas du nouveau. Ils aiment bien discuter, c'est bien. Mais moi, je disais toujours aux gars que le PSE, ce sentiment de rejet, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Parce qu'en réalité, si vous vous rappelez, vers le mois de novembre, il y avait beaucoup de bouquins autour du PSE, après le séminaire gouvernemental. Quand maintenant, on a mis en place un comité ad hoc qui devait se charger de l'élaboration du document en tant que tel qui est là aujourd'hui. Et je disais toujours que voilà, ça c'est une opportunité. Parce qu'en réalité, on pouvait faire le document, le finir, et puis bon, personne n'en parlera. Mais le fait que ça ait soulevé tout ce tollé-là, faisait qu'en fin de compte, tout le monde s'intéressait au PSE. Et combien d'appels on recevait par jour pour nous dire on voulait le document, on voulait le document. Et ça finalement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, quand on a fini de faire le document, il y a eu des critiques sur la période récente, récemment, plein de critiques. Nous allons venir à toutes ces critiques. Oui. Monsieur Ba, Oui, mais peut-on atteindre l'émergence en s'endettant? Oui, mais vous savez, il l'a dit tout à l'heure. Dans le cadrage macroéconomique, en réalité, on a pris en compte la question de l'endettement. C'est-à-dire tout l'endettement prévu dans le cadre du plan d'action prioritaire 2014-2018 est soutenable pour les finances publiques. Ça ne remet pas en cause la viabilité de la dette du Sénégal. C'est ce que ça signifie. C'est ce qu'il a indiqué tout à l'heure. Le cadrage le montre. Encore que, il va falloir donner des précisions très claires. Les partenaires techniques et financiers qui se sont engagés en financement nouveau pour 3 729 milliards, mais il faut savoir il y a 1049 milliards à peu près de dons. L'Union européenne, c'est des dons. L'Union européenne s'est engagée pour plus de 500 milliards. Le PNUD, c'est des dons. C'est à peu près 110 milliards. Le Canada, c'est des dons. C'est à peu près 108 milliards. L'Allemagne, en partie, c'est des dons. C'est à peu près 36 milliards. L'USAID, c'est des dons. C'est plus de 120 milliards. Ainsi de suite. Donc, en réalité, et les autres prêts, les autres bailleurs de fonds qui vont nous prêter de l'argent pour mettre en œuvre des projets, surtout dans des secteurs productifs, c'est en fait des prêts qui sont conformes à notre stratégie d'endettement. Ça, c'est vraiment important pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à la stratégie d'endettement. Maintenant, les autres critiques, moi je pense que, très honnêtement, nous allons y aller étape par étape. D'accord. Oui, j'ajoute juste sur la dette. Je crois que cette question sur la dette est très très importante parce que nul n'ignore que une dette en tant que telle, c'est pas une mauvaise chose.
tout dépend de comment elle est utilisée, est-ce qu'elle va générer les ressources qui permettraient de rembourser. Tout le monde sait que si vous avez, pour un exemple simple, si vous avez un salaire de 100 000, vous vous endettez au point où vous payez un amortissement de 75 000, il arrivera un moment où vous allez étouffer. Donc c'est la même chose au niveau de l'État. C'est-à-dire on ne peut pas s'engager vers des montants à mobiliser sous forme d'endettement sans pour autant prendre les précautions de faire toutes les analyses nécessaires pour savoir si cela va perturber notre endettement ou pas. Donc toutes les analyses de soutenabilité de la dette ont été faites et comme il dit, dans le cadrage macroéconomique qu'on a, cela ne perturbe pas. Je disais tout à l'heure qu'il y a tout un ensemble d'éléments qui sont faits derrière. Quand on parle de PAP, au départ, l'ensemble des projets dépasse de loin ce qu'on a retenu. Ça peut être 10 000, l'équivalent de 15 000 milliards de projets. Mais en réalité, quand vous faites le cadrage macroéconomique, vous vous rendez compte que c'est pas soutenable si vous voulez réaliser tout ceci. Et donc vous procédez par élimination avec la priorisation dont il a parlé tout à l'heure pour arriver sur un programme d'action prioritaire qui est compatible avec un cadre macroéconomique assaini. Et c'est ça qui a été fait. Donc les gens, certains parlent, croyant que peut-être on va s'endetter comme ça sans pour autant prendre la précaution de faire toutes les réflexions nécessaires pour savoir ce qui va agir sur le cadre macro ou pas. Et je pense qu'il faut s'endetter pour des dépenses d'investissement et non des dépenses de fonctionnement. Autre critique, on dit que le PSE n'a pas défini ce qu'est exactement l'émergence. Et pourtant, tout ce que vous avez dit semble mettre en porte-à-faux ce que cette assertion dit. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous avez communiqué sur le PSE? Oui. En fait, je crois que en termes d'exemples, même mesurables, si j'ai bonne mémoire, il y a même 3 ou 6 tableaux qui figurent quelque part où on a pris un ensemble d'indicateurs précis où on a essayé de comparer un groupe de pays dits émergents avec le Sénégal. Et ça constitue des cibles. Parce que si on prend un indicateur quelconque, la part de l'agriculture dans le PIB et autres pour les questions de transformation structurelle, on a un repère. Qu'est-ce que fait les pays émergents aujourd'hui? Où est-ce que nous en en est? Et donc ça devient une sorte de cible chiffrée. Donc, ceux qui disent qu'on n'a pas défini, peut-être qu'ils n'ont pas lu, parce que c'est vrai, peut-être que le document, malheureusement, n'est pas encore vulgarisé à l'échelle qu'on le souhaite. Mais je pense que parfois, c'est beaucoup de critiques qui sont tout à fait gratuites, sans pour autant être réalistes. Je ne sais pas si on peut enchaîner sur les critiques en tant que telles. Parce qu'il y a l'autre critique qui a la nécessité d'améliorer la productivité. De M. Sarro qui a parlé de l'ensemble, qui a relevé tout un ensemble de fautes que nous avions dans le document. C'est dommage, je le connais très bien, M. Sarro, c'est dommage parce que comme il l'a si bien dit dans son texte, je crois que s'il voit cet ensemble de fautes, connaissant le ministère de l'économie et des finances... Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a corrigé le PSE en décelant 58 fautes d'orthographe, d'usage et d'expression, 29 cas de répétition, 30 cas de défaut de maîtrise de concept, etc. Oui, mais je ne sais pas si vous avez le PSE ou pas, parce que j'avais lu avec plaisir un universitaire qui disait que lui, quand il a vu ça, la première chose qu'il a eu à faire, c'est de prendre le PSE et de regarder les fautes dont parle M. Sarro, et à sa grande surprise, il n'a pas vu une seule des fautes. Et tout de suite, il a conclu que M. Sarro a dû travailler sur un brouillon. Et c'est pourquoi je disais que M. Sarro, que je connais si bien, qui connaît très bien le ministère de l'économie et des finances, s'il voit cet ensemble de fautes, il devrait se poser la question de savoir, mais attends, est-ce que moi je suis sur un bon document? Je crois qu'on avait fait l'option dès le départ de dire, on veut quelque chose de transparent et un partage assez large du document. Donc dès le départ, les premiers brouillons, nous avons effectivement eu à partager, et peut-être il est tombé sur le tout premier brouillon. Moi, je vous assure que quand je lisais le texte, je suis tombé sur une expression qui me rappelait toutes les discussions qu'on a eues, et j'ai compris qu'il a travaillé sur le tout premier brouillon du PSE. Habituellement, quand on travaille sur ce genre de document, nous travaillons, au début, il y a forcément des fautes, etc. Mais même à la fin, il y a toujours un dernier lecteur à qui on remet le document pour harmoniser tout. Et je pense que si vous prenez la version que vous avez issue du PSE, vous regardez toutes les fautes dont on a parlé, vous ne verrez pas une seule faute de tout ce qu'il a souligné. Reste donc la vulgarisation et le partage. Qu'est-ce qui est fait en ce sens? Non, je pense que le partage, déjà comme on a eu à l'indiquer, ce document a été partagé
dans son élaboration avec l'ensemble des acteurs de la vie économique nationale. Ça, c'est très clair. Et je pense, avant même d'aller à Paris, vous-même, vous étiez à Paris, vous avez vu le document du PSE qui a été discuté avec les partenaires techniques et financiers. Oui. Mais vous savez que ce document a été envoyé aux anciens ministres des Finances, aux professeurs d'université. Je pense qu'on a aujourd'hui, on a listé l'ensemble des personnes ressources à qui on a envoyé le document et l'ensemble des structures et institutions à qui on a envoyé le document et qui ont eu à faire des observations qui ont été répertoriées et qui ont été consignées dans un document qui a fait l'objet d'une exploitation pendant un séminaire, un atelier que nous avons tenu, notre groupe de travail, de près de 4 jours, nuit et jour. Nuit et jour à Saly Portugal, pour prendre en compte l'ensemble de ces observations. Je vous dis très honnêtement, vous avez tout à l'heure comparé ce document par rapport au document de stratégie de réduction de la pauvreté. C'est totalement différent. Nous, on était là. On a fait 20 ans d'administration quand même. On a participé à l'élaboration des documents de stratégie de réduction de la pauvreté. On a élaboré les plans d'action prioritaires qui accompagnaient les documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Moi, je suis un acteur du plan d'action prioritaire du PSE. Je peux vous dire déjà tout de suite ce qui a changé. Premier élément, tous les projets du PSE ont fait l'objet d'analyse d'impact socio-économique. On l'a pas. On ne l'avait pas avant. Ça, c'est très important. Et les projets sont à un niveau de maturité très, très avancé. Ça, à mon avis, c'est très important. Troisième élément, je pense que, par exemple, ici, on a pris en compte tout le financement de certaines actions prioritaires dans le budget de fonctionnement, ce qu'on ne prenait pas avant. Aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, dans le domaine de la santé, aujourd'hui, c'est la journée d'ailleurs du rang. Donc, toutes les subventions que nous faisons pour les faciliter les dialyses, par exemple, sont prises en compte. La question, par exemple, du Conseil agricole et rural à travers l'ANCAR au niveau du monde rural, c'est pris en compte. Ensuite, il y a un autre volet, le volet partenariat public-privé, qui n'était pas pris en compte, c'est relativement pris en compte. Ensuite, il y a toute la procédure, comme j'ai indiqué tout à l'heure, de sélection des projets, c'est-à-dire de sélection des projets, qui a beaucoup changé. Donc, de ce point de vue, et même du point de vue de la vision, de la stratégie et du PAP, c'est très différent. Ici, on était dans une optique de réduction de la pauvreté. Ici, on est dans une optique d'émergence, c'est-à-dire de développement économique accompagné de changements structurels dans la durée. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est très clair, ça a changé. Et je pense que, très honnêtement, nous qui avons travaillé dans les documents de planification avant et maintenant, nous pouvons dire quand même, avec raison, que ce document du PSE a quand même été élaboré dans un consensus national. Et je pense que même les autres tomes qui vont l'accompagner, qui vont accompagner le document principal, seront encore beaucoup plus enrichissants que même le document principal. C'est en ce moment-là que les gens verront qu'un travail de titan a été fait. Et je pense, très honnêtement aussi, qu'il va falloir poursuivre ce partage. Et ces émissions-là participent à ça. Et ça, c'est véritablement important. Je l'ai dit récemment, je pense qu'aujourd'hui, on doit même aller discuter avec les élèves, les universités et autres. À la base, parce que le Sénégalais lambda ne sait pas qu'est-ce que le PSE, il en entend parler, mais non. C'est là où je voulais en venir. En fait, nous avons un programme de vulgarisation du PSE. Je pense que déjà la semaine passée, j'ai fait un exposé là-dessus à l'université. La semaine prochaine, nous avons un exposé auprès des services étatiques ici à Dakar. Au Méridien, il y aura au minimum 150 participants. Ensuite, l'université de Saint-Louis, ils nous ont invités pour venir partager avec le PSE. Ce sera la semaine prochaine. Le département de Mbour nous ont invités pour venir partager le PSE. Et le département de Fatick également nous a invités pour venir partager le PSE. Donc nous, notre ambition, c'est vraiment d'aller faire
diffusion la plus large possible, discuter avec toutes les couches de la population pour recueillir leurs observations, leur dire ce qui est prévu dans le PSE, etc. Je pense que cette appropriation est extrêmement importante pour la bonne marche, pour la bonne réussite du plan. Et je vous offre même cette antenne, vous pouvez revenir et on va expliciter tout ça en Wolof parce que là, cette émission se déroule aujourd'hui exclusivement en français. Monsieur Ba, donc aujourd'hui, le jackpot est là, 3752 milliards, mais reste le suivi. D'ailleurs, la société civile invite le gouvernement à s'assurer que les décaissements du PSE seront requis et que les cibles prioritaires pourront en bénéficier. Voilà. Bon, je pense que le suivi évaluation du PSE, déjà, si vous regardez, comme j'ai dit que on a pu quand même conclure 4 conventions de financement négociées, ça veut dire que le suivi se fait. Donc, il y a des services qui sont là, qui sont chargés d'instruire les dossiers de financement du PSE. Mais ensuite, je pense que M. Pierre Ndiaye l'a dit tout à l'heure, donc le portage du PSE par son Excellence le Président de la République, c'est quand même un portage très important. Et d'ailleurs, l'unité de la Delivery Unit dont on a parlé, la structure d'exécution du PSE, sera logée à la présidence. On aura un comité d'orientation stratégique qui sera présidé par le Président de la République. Il y aura un comité de pilotage au niveau primatorial et au niveau des départements ministériels, il y aura des structures dédiées qui seront chargées de l'exécution technique en réalité des projets. Donc ça veut dire que on a quand même un dispositif aujourd'hui de suivi-évaluation qui va nous permettre de s'assurer que le PSE est en train de s'exécuter correctement. Je l'ai précisé d'ailleurs l'autre jour. Je pense que ces projets-là, en réalité, quand on mobilise le financement, les financements sont budgétisés dans le budget de l'État. Donc, votés par l'Assemblée nationale et toute la procédure d'exécution de la dépense publique, généralement, se déroule convenablement. Donc, je pense qu'il n'y a pas tellement des fois de place à pouvoir avoir des déperditions et les missions d'audit, de contrôle, d'évaluation, de supervision et de suivi vont aussi se maintenir. Monsieur Ndiaye? Oui, en plus, je crois que dans le PSE, il est prévu un large partage de l'information. Je crois que le citoyen est mis au devant et dans le dispositif de suivi et évaluation, le citoyen sera au courant de tout ce qui est exécuté en temps réel. Je vais vous reposer la question que j'avais posée au président de la République lors de la conférence de presse. Aujourd'hui, que faire pour améliorer le taux d'absorption des ressources sur financement public, des ressources extérieures? Les ressources extérieures. Hier, on était en revue du cadre de coopération avec la BAD. Mais on a été performant jusqu'à avoir une allocation additionnelle l'année dernière de 4 milliards d'euros pour la BAD. Je sais que vous êtes performant sur les ressources de la BAD, du PNUD, mais ce sont pas seulement les seules ressources. C'est pour dire, c'est pas seulement les seules ressources. C'est pour dire, là où on est contre-performant, on connaît les causes. C'est les procédures de passation des marchés. Parce qu'avec certains bailleurs de fonds, effectivement, il y a la double revue. On a une procédure interne de revue, donc pour la contractualisation, et aussi on recueille l'avis de non-objection du partenaire. Certains partenaires maintenant ont relevé les seuils de revue préalable, ce qui nous permet de s'affranchir de certaines étapes. Donc ça, c'est une excellente chose. Deuxième élément, c'est la systématisation des ateliers de lancement de projet. C'est-à-dire que une fois qu'on a le projet, on systématise des ateliers de lancement où on décortique tous les manuels des procédures administratives, financières et comptables des projets et les manuels d'exécution de ces projets. Ça nous permet de gagner, ça nous permet véritablement d'être encore beaucoup plus performants. Troisièmement, je pense que aussi au niveau des unités de gestion des projets, la transparence veut qu'on recrute des gens qui soient à même de mener à bien le projet et surtout de pouvoir recruter des spécialistes de passation des marchés. Ça, c'est important parce que c'est un métier c'est un métier nouveau. Donc, et véritablement, les projets pour lesquels il y a des spécialistes de passation des marchés, généralement, ne connaissent pas beaucoup de problèmes de décaissement. Et maintenant, l'autre élément, comme le président a eu à le dire, il faut diligenter
les dossiers qui sont en instance dans les circuits administratifs qui présentent des lourdeurs. Monsieur Ndiaye, le dernier mot. Oui, je pense que M. Ba a dit l'essentiel en ce qui concerne le taux d'absorption. C'est une question de procédure. Je crois que c'est une dimension qui est entièrement prise en compte. Et dans la delivery unit, je crois que toutes les dispositions sont prises à l'intérieur pour que toute la célérité puisse accompagner la mise en œuvre des projets. Maintenant, évidemment, il y a certains bailleurs où les procédures peuvent être un peu difficiles. Et c'est là il faudra peut-être prendre en compte pour améliorer en tout cas davantage le taux d'absorption. En tout cas, je voudrais simplement vous remercier de nous avoir donné cette opportunité de vulgariser déjà, de commencer à vulgariser déjà le PSE. Et revenez quand vous voulez. Et voilà. La partie, voilà, vous allez revenir la semaine prochaine. D'accord, il n'y a aucun problème pour ça. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Nous vous remercions pour le travail que vous faites. Bon, vous suivez tout cela depuis quelque temps, depuis longtemps, vraiment. Je pense que nous-mêmes, qui sommes des fonctionnaires de l'administration, étions un peu réservés dans un peu les médias, tout ça, mais on commence un peu à s'y habituer. Il faut le faire, il faut communiquer sur le PSE. Effectivement, on commence à s'y habituer. Bon, je pense que c'est un exercice utile pour éclairer la lanterne des Sénégalais. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. Je rappelle que je recevais Monsieur Mamadou Moustapha Ba, directeur de la coopération économique et financière, et Monsieur Pierre Ndiaye, directeur de la prévision et des études économiques. C'était pour parler du plan Sénégal émergent. Puisse le Sénégal être émergent. Je vous remercie de votre attention. Technique Marie-Jo Faye et Ndia Gassar. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la version Wolof. À suivre désormais tous les jeudis de 15 à 16 heures, le nouveau magazine de vulgarisation économique Valeurs ajoutées. Pour vous aider à mieux comprendre et à décrypter les principaux événements de l'actualité économique, Khadifal Koulibaly vous donne rendez-vous tous les jeudis de 15 à 16 heures dans Valeurs ajoutées. Concepts et rouages de l'économie, analyse et projection, monnaie, investissement, production, distribution, consommation. L'économie a désormais son espace radiophonique Valeurs ajoutées. Tous les jeudis de 15 à 16 heures, KFC sur Radio Sénégal International 92.5, c'est Valeurs ajoutées.